C'est bon là? Je vous entends pas. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Euh, Là, vous m'entendez? Ah, ok. Ouais, par ailleurs, il y a mon ordi qui s'est éteint. En fait, il charge plus bien, il est un peu cassé, donc il est branché, mais des fois il charge pas. Donc ça risque de couper parfois. Ouais, alors donc je dérive par rapport à t, ce truc-là. Donc quand je dérive par rapport à t, je dérive d'abord par rapport à t'. Et x', t', on va y arriver. De descendre. Ouais. Donc je dérive par rapport à t, et en dérivant par rapport à t, en fait, ça dépend de... donc c'est le t qui apparaît ici, ben, il y a une dérivée par rapport à x' qui arrive. Donc la dérivée de x' par rapport à t de d rond e par rapport à x'. Donc c'est ce premier terme-là que j'aurais dû mettre en premier. Et la dérivée par rapport à t', enfin par rapport à t de t, et la dérivée de e par rapport à t'. Donc c'est lui. Alors ça on calcule avec Lorentz, ça fait d rond t' sur d rond t, ça fait aussi un gamma. Et ici il y a un moins. D rond x' sur d rond t, il y a un moins. Je suis un peu surpris ici que j'aurais dû avoir un gamma. Pourquoi j'ai deux gammas? J'aurais dû avoir un bêta ici. Qu'est-ce que j'ai fait? D rond x' sur d rond x. Et... Ouais, pardon. Je dérive par rapport à x. Donc, en fait, je dérive par rapport à x. Donc, j'ai un d rond x' sur d rond x et j'ai un d rond t' sur d rond x. Ici, autant pour moi. Donc, ce d rond t' sur d rond x là-haut, c'était du moins bêta gamma. Et ici, pareil, d rond x' sur d rond t moins bêta gamma. Bon, c'est le calcul le plus pénible de tout le TD, quoi. Bon, une fois qu'on a ça, et ouais, Vous avez fait quoi en fait? Le E en fonction de quoi? De X'? alors c'est E que je considère comme fonction de x', qui lui-même est une fonction de x et de t. Donc c'est ça qu'on dérive. En fait, c'est X' qui est en fonction de X et T aussi. Ouais, par les transformés de Lorentz. Ok, ok. Et quand tu dérives par rapport à x, tu as une dérivée composée à faire, mais elle apparaît en deux endroits, puisque x apparaît là et là, et t apparaît là et là. Donc ça te fait deux termes à chaque fois. Du coup, monsieur, Ouais, pour D sur DT, c'était X' sur DT, non? ouais, dx' sur dt. C'est ce que... Je sais Avec un pas si gros. c'est Ok, si c'est lisible. Je ok, ok, merci. vais faire- Alors une fois qu'on a ça et qu'on avait que le d'Alembertien de E, donc c'était 1 sur C2 d rond T2. Ok, c'était ça, appliqué à E, enfin dérivé de seconde. Alors je vous ai dit, donc C égale 1, et donc ça fait d rond T moins d rond X fois d rond T plus d rond X de E, par la factorisation que je vous ai indiqué l'autre. Donc ici, je peux aller calculer ce que vaut d rond T. Ce que moi je veux savoir, c'est est-ce que le d'Alembertien prime a-t-on d'Alembertien prime de E égale 0, c'est-à-dire donc la même équation de Lorentz, c'est-à-dire d rond T prime moins d rond X prime appliqué à E, mais d'abord appliqué à d rond T prime
plus d'ron x' appliqué à E égale 0. Et bah là, on a ce qu'il faut pour finir le calcul, parce que du coup, bah, je vais calculer alors la deuxième parenthèse ici, donc d'ron t' de E plus d'ron x' de E. Donc ça, c'est les notations, c'est la même chose que d'ron sur d'ron t', ok. Bah, il faut remplacer par ce que ça vaut ici. Donc, ah, attendez, je le fais dans quel sens là? Parce que je pars du... Là, j'ai les dérivés par rapport à t. Mais il est pénible cet exo. Faut toujours savoir dans quel sens on le fait. Alors, c'est dommage, c'est que l'autre fois, je l'ai pas revu là, parce que on n'avait pas eu le temps de le finir l'autre fois. En fait, ici, ouais, alors, ça dépend. En fait, vous voyez, soit je considère E comme fonction de x', t', eux-mêmes fonction de xt, ou je considère E comme fonction de xt, eux-mêmes fonction de x', t'. Si je le fais dans ce sens-là, ce qui est pratique parce que j'ai les x' comme fonction de x et t par Lorentz, je suis en train de me poser la question de E dans le référentiel E', enfin R'. Mais alors c'est pas dans le bon sens que j'ai fait ça ici, parce que là j'ai les dérivés partiels. Ouais, voilà, on se retrouve avec les... ça inverse les choses, parce qu'on se retrouve avec les dérivés partiels dans l'ancien référentiel comme fonction des dérivés partiels dans le nouveau référentiel. Donc en fait je crois qu'à un moment il faut inverser ce truc là, il va falloir... C'est un système à deux équations de inconnues, non, il me faut lui et lui en fonction de E2. C'est-à-dire en prenant la transformée de Lorentz inverse en fait. Alors ça va être un peu long à faire et j'ai pas très envie de... Faut qu'on avance sur le TD2. Ce qu'on peut faire sinon, c'est on suppose que le d'Alembertien de... On suppose que c'est OK dans le référentiel R'. On peut montrer ce que je peux montrer ici avec ces formules-là. En fait, tout est équivalent. Hein, de toute façon. Ouais. Ouais, de toute façon, enfin, si c'est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre. Oui, oui, oui. Puisqu'on peut inverser la transformée de Lorentz. On peut montrer ici que si... Alors, je vais partir d'Alembertien dans le prime, dans le référentiel primé. Alors, ça implique le d'Alembertien dans le référentiel non primé. Effectivement, voir en capital. Voilà, qu'est-ce que vous faites? C'est ça, hein, parce que du coup, ici, j'ai... Non, attends, pourquoi je me dis que... Pourquoi je dis ça? Non, non, en fait, c'est bon. Non, parce qu'en fait, je pars... Non, c'est dans ce sens-là. Parce que je pars de là, je pars du R, j'ai mes dérivés partiels dans le référentiel R, et je le passe en référentiel R'. Non, non, en fait, c'est dans le bon sens. Donc je pars de là. Donc je dis d'ron t plus d'ron x e. Bah, c'est la somme de tout ça. Donc là, il faut remplacer, c'est un peu long, ça fait gamma d'ron e sur d'ron x' moins bêta gamma d'ron e sur d'ron t'. Ça, c'est lui. Plus le d'ron x sur d'ron e sur d'ron x, qui est le... Ah, sauf que j'ai fait dans le sens, j'ai fait d'abord d'ron e sur d'ron x. Donc lui, c'est lui. Plus le d'ron sur d'ron t, plus gamma d'ron e sur d'ron t', moins bêta gamma d'ron e sur d'ron x'. Alors ça se simplifie en... Ça se factorise en gamma facteur de 1 moins bêta d'ron e sur d'ron x', plus gamma facteur de 1 moins bêta ok, et donc ce que j'ai, c'est que d'ron... En fait, formellement, je ne suis pas obligé de l'appliquer à une fonction e, je peux l'écrire comme ça. En termes d'opérateur, d'ron t plus d'ron x, c'est la même chose que gamma facteur de 1 moins bêta d'ron sur d'ron x' plus d'ron sur d'ron t'. Ok. Donc, clairement, si je changeais le signe ici, pour ce terme-là, pour ce terme d'ron t moins d'ron x,
Voilà, on l'a. Ça fait d rond t moins d rond x. Ça va changer juste le signe ici. Donc ça va être gamma facteur de 1 moins bêta, pareil. D rond t prime moins d rond sur d rond x prime. Et du coup, vous voyez que l'opérateur d'Alembertien, qui est d rond t moins d rond x, facteur de d rond t plus d rond x, c'est en fait égal à gamma carré facteur de 1 moins bêta carré fois la même chose mais imprimée. Et c'est bien le d'Alembertien imprimé, ça, parce que gamma, ça fait 1. Car gamma, c'est racine de 1 moins bêta 2. Donc gamma 2, 1 moins bêta 2, ça fait 1. Donc je retrouve bien le d'Alembertien dans les coordonnées primées. Et après, donc là, simplement, au lieu de raisonner en termes de dérivée d'une fonction, je raisonne en termes de l'opérateur qui fait la dérivation. Mais à la fin, on peut rajouter un E si vous voulez, ici, c'est pareil. C'est d'Alembertien de E égale ça sur E, égale ça sur E. Et donc je trouve, vous voyez, le calcul est un peu galère ici, hein, c'est toujours le cas. Je retrouve l'invariance de... Bah, c'est pas l'équation de Maxwell, enfin ça vient des équations de Maxwell, disons, par transform Lorentz. Ok. Je sais plus si, en fait, je l'avais déjà fait, non? Je sais plus. Non, on n'avait pas fini. Ok. Honnêtement, en relativité, c'est fait partie des questions les plus pénibles qui existent, parce qu'il faut toujours faire Enfin, faut bien partir, en fait. Vous voyez que là, je me suis un peu galéré. En fonction des... qui est là, la coordonnée de départ, qui est la coordonnée d'arrivée, on finit toujours par s'en sortir. Mais il faut aller dans le bon sens, quoi. Quoi faire avant de commencer. Tu dis? Il faut savoir quoi faire avant de commencer. Oui, oui, non, mais c'est une technique standard, ce qu'on fait là. Une fois que tu la connais, donc en gros, c'est exprimer les dérivés partiels dans un référentiel en fonction des dérivés partiels dans les coordonnées de l'autre référentiel. Après, ça, Ce qui est une transformation linéaire, donc ça revient à un truc linéaire aussi pour les dérivés partiels. Il faut appliquer la chain rule. Alors ici, donc il y a une chain rule qui est de fait que bah, j'ai deux... Enfin, j'ai une chain rule ici, mais il y a deux termes parce que cette fonction est elle-même à deux variables. Donc, puis après, ça déroule, quoi. Après, c'est fini. Alors, plus important, quand même, nettement, parce que ça, honnêtement, c'est un peu un détail. Je pense pas qu'on vous posera de questions là-dessus. Quand vous voyez la tête des partiels de l'an passé, c'est essentiellement le cœur, c'est-à-dire TD2 et 3. et monsieur, Ouais. on n'a pas grand chose à voir, mais généralement, le de relativité, elle est bien réussi. Le quoi, tu dis? Le de relativité, généralement, aux examens, elle est bien réussie. Un peu galère comme la thermo semaine dernière. Ah, non, bof, non. Non, non. C'est un peu l'équivalent de la terme. Ah, bon, Non, c'est pour ça que là, je voulais passer vite là-dessus, parce que ça, on s'en fout, on vous posera pas de questions là-dessus. Enfin, ça m'étonnerait beaucoup. Euh, donc, TD2 et 3, c'est sur les diagrammes d'espace-temps. Donc, le cœur, c'est les diagrammes d'espace-temps. Et ça va résonner avec les diagrammes d'espace-temps. Et donc, l'idée, c'est qu'on vous donnera en devoir maison, je sais pas si on le notera ou si on le corrigera, mais en tout cas, on vous donnera le partiel, non l'examen de l'an passé. Donc on a fait à distance, on leur avait laissé, je sais plus, on leur avait laissé une demi-journée, quelque chose comme ça. Enfin, ou 12 heures. Euh, mais il était assez chaud, il était assez dur. Donc on vous le donnera en DM, ça m'étonnerait, je pense pas là pendant les vacances, parce qu'en fait comme on a que 6 semaines, donc on peut
On peut vous le donner à la toute fin, après les 6 semaines de TD. Et vous verrez ce qu'on demandait. Et c'était quand même un peu plus difficile que ce qu'il y a dans les TD. Ah, Excusez-moi, ouais, dans l'encadré que vous avez mis en bas de la feuille, c'est un variant de l'équation de Maxwell. Maxwell. Alors, c'est pas vraiment l'équation de Maxwell, parce qu'il y en a 4, mais disons c'est l'équation de D'Alembert. Alors, TL transformé de Lorentz. Donc ça, je vais l'écrire tout le temps. Je vais écrire TL transformé de Lorentz. On va parler de ligne d'univers. Donc, ligne d'univers, LU. Ça va plus vite. Et je sais pas si j'aurai d'autres approximations. Enfin, notations. Ok, merci. Bon, alors j'imagine qu'en cours, vous avez pas mal avancé. Vous en êtes où? Alors, moi, je vous avoue que je galère un peu en cours, donc je comptais regarder les revues des noms. Ouais, ouais. Vous avez eu 3 cours ou 2 là? 3. 3. Ouais. Ok. C'est 4, je crois. Ça fait, oui, ouais, même 4, puisqu'on a eu une semaine d'amphi en plus. Ouais. Ok, alors, donc, diagramme d'espace-temps, d'abord, petit rappel. Ah oui, bah voilà, ET, espace-temps. Alors, diagramme d'espace-temps, c'est un diagramme en XT, qui réellement devrait prendre aussi les dimensions Y et Z ici. On va se placer en cartésienne, on va pas faire des diagrammes d'espace-temps en sphérique, c'est faisable. Ça se fait parfois. Non, c'est juste qu'on met la coordonnée radiale, parce qu'en général, si tu es en sphérique, bah, il y a une invariance sur θ et phi, par définition. Enfin, si ton truc est d'invariance sphérique, et donc tu plottes, tu traces que la coordonnée radiale. Donc par exemple, si tu fais le diagramme d'espace-temps d'un trou noir à symétrie sphérique, donc le trou noir sans rotation, bah tu mets T et R en fait. Et chaque point est une sphère. Ici, en fait, chaque point est un plan, réellement. Donc on ne l'écrit pas, on peut je vais quand même le faire Y pour ce coup-ci. Et puis il y a Z que je ne représente pas parce que je ne peux pas mettre 4 axes. Enfin, c'est compliqué. Donc le point essentiel, c'est d'abord ici, normalement il y a CT, mais CT égale C avec égale T si C égale 1. Alors C égale 1, il ne faut pas être perturbé par ça, ça veut dire C égale 1, c'est-à-dire C égale 1 dans une unité de longueur par seconde. Alors c'est en fait comme ça qu'est défini le système international. Au cas où vous l'ignorez, la seconde est définie par rapport à un certain nombre d'oscillations un grand nombre, je pense, d'oscillations entre l'état 0 et 1 de l'atome de césium, un truc comme ça, c'est ce que mesurent les horloges atomiques. Et le mètre est défini comme étant 300 millions, enfin à peu près 300 millions de fois euh, ce, le... Alors c'est pas exactement ça, c'est plutôt le... En fait, donc C est défini, dans le système international, C est défini par un chiffre exact, et ce chiffre exact définit le mètre. C'est ça que je veux dire, étant donné la seconde. Donc en fait, il suffit de faire l'inverse, il suffit de dire bah, le mètre, je définis ce que la lumière parcourt pendant une seconde, et dans ce cas-là, C vaut 1, par définition. D'accord. Donc c'est ce qu'on fera la plupart du temps. Alors garder C, c'est pratique pour vérifier l'homogénéité. Évidemment, quand j'enlève C, je perds des informations sur l'homogénéité, ce qui peut être embêtant parfois. Bon. Donc faut apprendre à l'enlever, il faut apprendre à le remettre aussi. Mais... Bref. Ouais. Tiens, au pire, on pourrait expliquer s'il vous plaît sur un diagramme, en fait, parce que déjà au cours, j'ai du mal à comprendre. Alors, ça veut dire quoi alors, le CT en fonction du X? En fait, le CT déjà, si on Ouais, suit ouais, le alors plan, c'est ce que je vais faire là. Je parlais juste de C égale 1. Alors, bon, alors, si tu veux, pour expliquer juste ça d'abord, on va oublier Y. Ça sera pour le cône de lumière, je le ferai après.
Bah, réellement, si tu le penses comme ça c'est le graphe d'une fonction x en fonction du temps. Ok. C'est pas plus, c'est pas différent de ça. Donc là-dessus, je vais mettre des graphes par exemple. Donc moi, je suis un bonhomme. Par exemple, j'ai un bonhomme. Lui, il est en x égale 0. Alors, newtoniennement, en général, je te dis juste que le bonhomme A, il est en x égale 0. On va l'appeler A. Et simplement, en fait, ça, c'est vrai pour tout t. D'accord? Donc lui, il est au repos dans ce référentiel-là. Donc il est où ce bonhomme? Il est ici. Et puis un instant plus tard, il est là. Et puis un instant plus tard, il est là. Puis un instant plus tard, il est là, etc. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste sur l'axe des temps, il est... Enfin, il faut comprendre que ça, ce sont des points de coordonnées qui ont des coordonnées x et t. Donc en fait, je repère en espace-temps, j'ai une vision un peu globale des points à la fois d'espace et du temps, donc du futur et du passé en même temps. Donc ce bonhomme A, en fait, il est ici, et un instant plus tard, il est au même endroit, d'accord? Il est au même endroit spatialement, mais il n'est pas au même endroit dans le temps, puisqu'il va dans le futur. Donc vous tous, assis sur votre chaise en ce moment, vous êtes tous en train d'aller le long de votre ligne d'univers, comme moi, vers le futur. Donc ça, c'est la courbe x de t égale 0, en fait. Okay. Simplement, en général, on met t vers le haut. Alors d'ailleurs, il y a quelques bouquins qui mettent t, qui font des diagrammes d'espace-temps avec... Non, c'est des vieux bouquins, je crois. Je crois pas que ça se fait plus maintenant, qui mettent t ici et l'espace là. Mais la convention internationale, c'est de mettre t en haut et x à droite. Donc ça, c'est donc x égale 0 pour tout t est une trajectoire. Okay, c'est une trajectoire d'espace-temps. Et cette trajectoire d'espace-temps, elle définit un lieu de point. Et ce lieu, on l'appelle la ligne d'univers. Alors la LU de ce gars-là, de grand A. Maintenant, on imagine B, et B, lui, il a une équation de type cinématique. Il a ça, par exemple, okay, comme en newtonien. Alors, tout ça, c'est dans le référentiel R, dans un référentiel R. Bon, alors, vous êtes là. Ça, c'est ma ligne d'univers. Ça, c'est la ligne d'univers de A. Puisqu'il est en x égale 0. Mettons que x0 est positif, donc c'est là. Alors elle est comment la ligne d'univers du bonhomme B? Sachant que xb vaut ça. C'est xb de t. Bah, c'est le graphe d'une fonction affine. Okay, ça, faut le voir, comme je disais, comme un truc qui représente une graphe qui représente x en fonction de t, sauf qu'on met quelque part on met les abscisses dans le mauvais sens. Vous voyez. Donc à t égale 0, bah, je suis là, mon bonhomme B il est là. Et quand, alors je vais prendre V positif aussi, et X0 positif. Et quand T augmente, X augmente. Donc ça va me faire une trajectoire qui est comme ça. Alors 45, je vais pas le prendre à 45 degrés, je vais le prendre un peu plus. Pardon. Puis ça c'était pour tout T, donc en fait il vient de là. D'accord, donc ça c'est la ligne d'univers de B. Graphiquement, je vois que la ligne d'univers va croiser la ligne d'univers de A, en l'occurrence dans le passé. Donc, par exemple, avec juste des équations de droite et des choses comme ça, je peux aller voir à quel moment qu'on pourrait appeler t, moi, je sais pas, TAB. TAB est le temps où A croise B. D'accord? C'est-à-dire, en fait, c'est le moment où x de B vaut 0. D'accord? Donc ça se résout trivialement.
Alors ça, c'est de la cinématique de base et comment on le représente dans un diagramme d'espace-temps. Maintenant, il y a un truc spécifique à la relativité. C'est que pour la lumière, la vitesse v vaut c et donc vaut 1, puisque je prends c égale 1. Donc la pente, si moi je suis là, à t égale 0, à x égale 0, j'envoie un photon vers la droite. Quelle est la ligne d'univers du photon? Donc ça, c'est le cône de lumière que vous avez vu en cours. Le photon a pour équation x égale c fois t. Donc ici, t, puisque... Alors si x égale t, c'est comme une courbe y égale x, et donc ça fait un angle à 45 degrés. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé à faire 45, il faut que je fasse moins. Donc ça, c'est le photon qui part vers la droite. Enfin, c'est la ligne d'univers du photon vers la droite. Alors ce que j'appelle la droite, c'est la droite ici. Donc les x croissants réellement. Et évidemment, j'ai le photon qui part vers la gauche. Mais est-ce qu'il passe nécessairement par l'origine? Non, c'est parce que j'ai précisé à t égale 0. Donc si j'envoie un autre photon un peu plus tard, sa ligne d'univers, ça va être une parallèle qui va être comme ça. Ça, c'est un photon envoyé un peu plus tard. Depuis x égale 0. Ok. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le cône de lumière. C'est fondamental. Ça donne toute la structure de la relativité restreinte. C'est un cône parce que, en fait, à une dimension, ça ressemble pas à un cône. Ça ressemble plutôt à un triangle. D'accord? Un triangle de lumière, mais en fait, c'est parce que j'ai supprimé les dimensions x, y. Enfin, y, z. Donc, mais en 3D, ou en tout cas en x, y, t, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est le premier schéma que je commence à faire. Donc, j'ai x, y, j'ai le temps qui va par là. Et je peux envoyer des photons à la fois sur x, dans n'importe quelle direction. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va définir un cône. Sur ce cône, c'est toutes les trajectoires, donc toutes les lignes d'univers de photons envoyés dans une certaine direction en xy. Des photons émis depuis ce point-là, depuis O. C'est clair ça comme généralisation? Alors on appelle ça un cône de lumière, c'est incorrect parce qu'on est capable de représenter que 3D sur un schéma. Évidemment, il manque encore une fois la coordonnée Z. Donc en fait, réellement, ça n'est pas un cône de lumière, c'est une sphère de lumière. Et c'est un truc qui est tout à fait connu, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre lampe de chevet, vous allumez l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? Ça envoie des photons dans tous les sens. Et la trajectoire des photons que vous avez dans tous les sens, c'est une sphère qui s'étend dans le futur à partir de l'ampoule. Okay, c'est simplement ça qu'on est en train de faire, hein, c'est pas plus compliqué. C'est flou. Voilà. En réalité, c'est une sphère de lumière. Sauf que le truc, c'est qu'on n'arrive pas bien à le représenter. Donc j'ai ma lampe ici. Comment on dessine une lampe comme ça? Hop. Il y a le filament, hop. Quand je l'allume à t égale 0, x égale 0, je l'allume, ça renvoie des photons dans toutes les directions de l'espace. Et donc ça va me créer une sphère. Imaginons que ça peut aller dans tous les sens. Ça va me créer une sphère. Mais qu'on continue d'appeler cône de lumière parce que ce schéma-là. Cône de lumière. Alors ça, c'est le cône de lumière futur. Donc de ce qui se passe après. Alors,
diagramme et causalité. Donc je reprends un peu le cours ici, mais le point essentiel de ça, c'est que ça donne une notion de futur, de passé, de présent, et des intervalles, ce qu'on appelle des intervalles de genre espace. Et donc en x, y, t, je dessine mon cône de lumière. Donc ça, il y a une pente 45 ici. Ok, alors ça c'est quoi? Ce sont à partir de toutes les lignes, comment dire ça? Donc ça, je vais appeler ça le cône futur. Et en dessous, dans les temps négatifs, il y a le cône passé. Alors c'est le futur de haut en fait, ce point-là. Cône du futur de haut, cône du passé de haut. Alors en fait, comme rien ne peut aller plus vite que la lumière. Pour toute trajectoire, ok. Vous n'avez pas le droit d'avoir une trajectoire qui va plus vite que la lumière. Ça, c'est un truc qu'il faut aller vérifier dans la dynamique, comme j'avais dit à la fin de votre cours l'autre fois. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que votre théorie vous prédit effectivement dynamiquement qu'il est impossible de violer ça. Donc pour ça, il faut écrire les équations de la dynamique. On en reparlera à la toute fin. Donc si, pour toute trajectoire, si j'en prends une, hop, ça c'est une ligne d'univers. Comme V est plus petit que C, à chaque instant, la pente de cette ligne d'univers est plus petite que 1. Enfin, alors, la pente est en l'occurrence plus grande que 1, elle est plus grande que 45 degrés. Si je le fais en 2D, c'est peut-être plus simple. Ça c'est mon cône, ok. Ça c'est une ligne d'univers à V inférieure à C. Et cette ligne d'univers que je vais faire en bleu, cette ligne d'univers n'est pas possible. Parce que ça, il faudrait V supérieur à C. Cette trajectoire n'est pas possible. Elle est interdite. Okay. Donc ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'une fois que vous êtes en haut, il y a des points que vous pouvez atteindre, et il y a des points que vous n'avez pas le droit d'atteindre en fait. Donc ça, c'est une zone interdite. Ça, vous ne pouvez pas y aller depuis haut. Impossible à rejoindre depuis haut. Alors, éventuellement, vous pouvez partir avant, vous pouvez partir plus tôt et vous allez rejoindre cette zone-là. Mais à partir de cet instant-là, en fait, toute cette partie de l'espace-temps vous est irrémédiablement et voilà, interdite. En fait, cet endroit, cette bout d'espace-temps n'existe pas pour vous. Ce que vous avez le droit de voir pour plus tard, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle votre futur. C'est votre futur causal. Ça, c'est votre futur causal. Futur causal, c'est-à-dire ce que vous allez voir plus tard. Et de la même façon, depuis haut. Et de la même façon, dans votre passé, à l'instant T, dans votre passé, est-ce qu'un événement ici peut agir sur vous? Bah, la réponse est non, parce que si quelqu'un ici envoie une onde radio, donc ce qui va à la vitesse de la lumière, ce qui va le plus vite possible, bah, ça peut pas, vous pouvez pas choper l'information ici, parce qu'il faudra une pente plus petite que 45 degrés, c'est-à-dire une vitesse plus grande que c. Donc ces événements-là ne vous influencent pas, vous ne pouvez pas influencer ces événements-là, et tout ce qui peut vous influencer, c'est dans le cône passé. Donc ça, c'est votre passé causal. De haut. Alors bon, j'imagine qu'il vous a raconté tout ça dans le cours, non? À peu de choses près, ça doit être la même façon de présenter, non? Pas de la même façon exactement. Ok. Donc, on va retravailler là-dessus. Donc, ça répond un peu à la question, je pense, tout à l'heure, qui était de rappeler un peu ces choses-là. Donc,
Alors vient avec ça une notion mathématique d'intervalle, une mesure de ces choses-là, entre un point, alors dans l'exo 2, ce sont des points qui s'appellent O, A, B, ouais, bon, n'importe, entre un événement E1 qui a pour coordonnées x1, t1, alors je supprime maintenant la dimension x, y et z parce que ça compte, à part. Non, bon, sûrement, je vais le laisser pour le moment, y1, après on la vire, t1, et un événement E2, x2, y2, z2, t2, en général on met t avant, l'intervalle, par définition, c'est une espèce de Pythagore avec un signe moins. Donc c'est le... Alors, la convention ici... Alors normalement il y a un C ici, mais donc c'est C2, T2 carré, T2 moins T1 au carré, moins x2 moins x1 au carré, moins y2 moins y1 au carré, moins z2 moins z1 au carré. Okay. Alors donc ça en fait quand vous faites c'est égal 1, ou pas d'ailleurs, vous voyez que naturellement sur ce schéma ici, ça distingue ces trois zones de façon simple avec ce qu'on appelle l'ailleurs ici. Dans des bouquins, vous trouverez ça appelé l'ailleurs peut-être. C'est-à-dire l'ailleurs pour vous, c'est une zone de l'espace-temps qui n'existe pas, qui n'existera jamais pour vous. L'ailleurs, il est entre E1 qui est ici et E2. C'est un intervalle de genre espace. C'est un intervalle pour lequel delta S carré est négatif. Alors, il ne faut pas le comprendre comme un delta S au carré, parce que ça donne un carré négatif. C'est une notation, ça, réellement. C'est une notation historique un peu malheureuse, d'ailleurs, peut-être. Donc ça, c'est les intervalles de genre espace. Un intervalle de genre espace, c'est quelque chose qui est tel que vous ne pouvez pas envoyer de l'information depuis E1 vers E2, c'est-à-dire qu'il faudrait aller plus vite que la lumière pour aller de E1 à E2. Un intervalle de genre temps, c'est quelque chose qui est à l'intérieur du cône de lumière, que ce soit un cône passé ou un cône futur d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a une causalité possible, un lien de causalité possible entre E1 et E2, c'est-à-dire que le passé en E1 peut influencer, et en général va influencer, la physique en E2. Delta S carré est positif. Alors il y a des bouquins qui utilisent la signature opposée, ce qu'on appelle la signature, c'est-à-dire un moins là et des plus partout. Donc dans ce cas-là, tous les signes sont inversés. Et puis vous avez l'intervalle nul, ou de type lumière. Je sais pas comment il l'appelle, de type lumière. Ouais. C'est delta S carré égale 0. Donc ça, c'est le pile. Donc ça, c'est pile les trajectoires qui vont de E1 à E2 le long d'un cône de lumière. Donc ça, ce sont des trajectoires de photons, en fait. De photons ou de toutes particules sans masse, d'ailleurs. Toutes les particules sans masse vont à la vitesse c, et seulement elles. Voilà, alors ça nous fait bosser exo 1 et 2, en fait, essentiellement. Exo 1 et 2, et puis pour ce qui est des changements de référentiel, on sera plus dans les exos 3 et 4. Donc là, on est juste dans un référentiel R, galiléen. On trace des courbes et on fait des petits calculs d'invariants et des choses comme ça. Donc, fin d'intervalle. Exo 1 et 2. Et dans le 3 et 4, on se pose la question du cœur de la relativité restreinte, c'est-à-dire comment les choses sont perçues par un autre référentiel. Et donc on aura des diagrammes d'espace-temps à la fois du R et à la fois des diagrammes d'espace-temps vus dans le référentiel R'.
Et il faudra jongler les uns, enfin entre l'un et l'autre par les transformés de Lorentz. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ok. Alors, si vous n'avez pas cherché encore le TD2, je vous laisse regarder un peu l'exo 1. Donc on est dans ce cas-là, on est dans un référentiel qui est donné et on a notre graphe en XT. Alors, je bluffe un peu. Il parle déjà d'un autre référentiel, mais en fait, on va pas faire le diagramme d'espace-temps du référentiel R'. La question qu'il pose est plus simple que ça. Ah oui, et ça parle de simultané, hein, tu sais, un peu. Donc ça, c'est le diagramme de Minkowski. Et ce qu'il faut comprendre, sinon, c'est un graphe classique, c'est-à-dire que j'ai le référentiel R. Donc on imagine qu'il est fixe, et puis j'ai un référentiel R' qui bouge à une vitesse U dans le sens de l'axe des X et X' qui sont confondus. D'accord. Ça, c'est la vision newtonienne. En relativité, je dis ça parce qu'en relativité, les axes X et X' ne sont plus confondus dans le sens du diagramme d'espace-temps. Ok, donc je fais juste... moi, je suis là, vous partez dans ce sens-là. Moi, j'ai mes coordonnées X, Y, Z, T. Et vous avez votre coordonnée X' qui est définie par rapport à l'origine au prime ici. En Newton, T' serait égal à T, quel que soit le changement de référentiel. En relativiste, ça sera pas vrai. Ouais. Dans votre expression de l'intervalle, Ouais. la dernière partie, c'est juste C2 moins Z1. Non, c'est un Z mal écrit. Ah, ok. Ah oui, parce que le T du fond, Alors, au passage, cette formule, vous pouvez vous demander d'où elle vient, elle a rien de magique, hein. Cette sphère de lumière dont je parlais tout à l'heure, donc le cône de lumière qui est réellement une sphère de lumière, c'est quoi l'équation quand j'émets de la lumière depuis une lampe que je vais supposer ponctuelle? C'est quoi le lieu des points à un instant t donné? Le lieu des points du front de lumière, oui, la lumière s'étend à partir de la lampe. Alors évidemment, ça va très très vite, donc quand on allume la lumière, on voit pas ce bulbe se propager. D'ailleurs, on le verrait pas puisque nos yeux voient ce... Avant, ils voient rien, puis après, d'un coup, ils voient quelque chose. Mais mettons. Bah, c'est l'équation d'une sphère, en fait. C'est l'équation d'un rayon qui vaut ct. Et un rayon, c'est x2 plus y2 plus z2 moins l'origine. Donc, vous mettez x moins l'origine au carré plus y moins y origine au carré, machin, égale ct. Et vous mettez tout au carré. Ouais, parce qu'il y a une racine, et vous mettez tout au carré. Et donc, c'est normal que l'intervalle vaille 0 pour un intervalle de type lumière. Parce qu'en fait, c'est par définition. Une sphère de lumière a par définition une équation du type sphère, n'est-ce pas? Et donc, son intervalle vaut 0. Et si vous propagez moins vite que ça, bah, vous allez être à l'intérieur de la sphère de lumière. Donc, vous êtes en delta. Alors là, il faut juste choisir qui on met le plus. Oui, si on met le plus ici ou le moins là. Bon, la convention qu'on va utiliser dans ce cours, c'est plus, moins. Dans ce cas-là, on est dans l'intervalle de genre temps, et sinon on est dans un intervalle de genre espace. Mais ça, la formule d'intervalle n'a rien de magique, elle vient juste d'une quasi-trivialité d'une équation de la sphère, de la propagation de la sphère de lumière.
Alors, elle est comment cette ligne d'univers du point x' égale 0? Bah, elle est sur T, non? Elle est que sur t? Ah non, c'est C'est x'. x'. Alors, x', en fait, x' égale 0, ce qu'il faut comprendre ici dans la question 1. On veut la ligne d'univers de x' égale 0 du référentiel R. Du référentiel R'. Donc le x' égale 0 du référentiel R', c'est-à-dire en fait c'est l'origine. C'est la ligne d'univers de O' en fait qu'on veut. C'est une façon un peu bizarre. Enfin moi si je l'avais écrit j'aurais dit directement d'ailleurs la ligne d'univers de O'. C'est une façon un peu bizarre de rédiger, de définir O' quoi. Mais Ça va être u fois t, du coup. ouais, donc c'est évidemment donc c'est celle qu'on a déjà tracée en fait tout à l'heure. Hein. C'est x égale donc la coordonnée dans R c'est vu du point de vue de O qu'est là, c'est x égale u fois t. Il n'y a pas de plus x0 parce que à t égale 0, il coïncide. Donc R' il va par là. Alors sur les graphes, il faut toujours faire. Bon, on va supposer qu'ici R' c'est quelque chose qui se déplace à une vitesse plus petite que la lumière, donc il faut toujours faire une pente plus grande que 45 degrés. Le cône de lumière est là, je vais le mettre en pointillé. C'est pas un 45 super ça. Bon, c'est censé être 45 degrés. Ouais. Vous enregistrez pour ceux qui veulent faire ça? Ouais. Pour le TD3, il y a celui de l'an passé qui est enregistré déjà sur YouTube. C'est le même énoncé donc. Mais par contre, le TD2, on l'avait fait en classe. C'était avant le confinement. Alors, bon, donc la ligne d'univers de R', elle est là. Enfin, de l'origine de R'. D'accord? Ça, c'est la question 1A. C'est tout. Alors, parlons de simultanéité, on n'en a pas fait encore. On n'en a pas parlé encore. Tous les événements qui sont simultanés à l'instant t' égale 0 dans le référentiel R'. Est-ce que vous pouvez me faire un peu la feuille de route? Bon, ça, vous avez dû le voir en cours, d'ailleurs. Enfin, forcément. Bah, faut. Oh, mais du coup, c'était si on prend une droite qui a fait plus, non? Ah, ah oui, non. Parce que comme on a tracé la coordonnée x avant, c'est le symétrique par rapport à t. Ouais. Ouais. Alors pourquoi tout ça, on va revoir un petit peu, peut-être. Petit rappel ici, simultanéité. Et les axes qu'on appelle les axes x' et t'. Bon, c'est eux qui sont super importants. Les axes x' et t', c'est vraiment. Et comment on les projette et tout ça pour faire des diagrammes d'espace-temps, c'est important. Bah, dans R, vous êtes là, vous avez votre temps. Voilà. Bon, qu'est-ce qui est simultané à l'instant t1? Bah, c'est tous les événements. Être simultané, par définition, c'est avoir la même coordonnée temporelle. Donc, tous ces événements-là, E2, il a x2 et t1. Cet événement-là, il a E3 qui vaut x3 et t1. Donc t1 est le même pour tous. Pour tous ces événements sur cette ligne. Donc on appelle ça la ligne de simultanéité. Simultanéité de t1. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on remarque au passage? On remarque qu'elle est parallèle
à l'axe des x. Maintenant, ce référentiel R', ou référentiel, ou quelqu'un qui bouge par là, à une vitesse u. Il a cette ligne d'univers ici. Donc ligne d'univers d'une vitesse u. Alors c'est vraiment un référentiel, c'est-à-dire que donc c'est un bonhomme qui est un bonhomme bleu. Okay, donc là le référentiel R il est en noir. Vous avancez dans votre futur, vous allez dans votre futur tranquillement. Et votre voisin qui se déplace par rapport à vous, il avance dans son futur à lui, mais il se déplace par à droite. Okay. Donc associé à son... S'il porte avec lui un référentiel, donc comme on l'a défini ici, son équation ici, lui, donc le bonhomme... Alors celui-là je vais l'appeler A, et celui-là je vais l'appeler B. Okay. B est toujours au centre de son référentiel. Donc l'équation de ces points, c'est une tautologie d'être. On est tous au centre en permanence de notre référentiel. Donc pour lui, son x' vaut 0. Mais si la variable espace ne change pas le long de cette droite, qu'est-ce qui change du coup? Bah, le seul truc qui peut rester qui change, alors pareil, comme d'habitude j'enlève les y et les z, bah, c'est t. Donc en fait là, lui il fait rien, en fait il se déplace pas dans l'espace, il se déplace dans l'espace par rapport à lui, mais il se déplace pas dans son propre espace. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans son propre futur. Donc cet axe, c'est réellement l'axe des temps t'. Vous voyez ça? Bien sûr. Ouais. Je comprends pas quand vous dites en fait B toujours au centre de son référentiel dans son x'. Ben parce que bon, même c'est newtonien ça, hein. C'est-à-dire que le O' c'est U fois T, fois un vecteur unitaire, peu importe. Donc la coordonnée de O' dans le référentiel R, c'est U fois T, mais la coordonnée x' de O', c'est 0. Parce qu'en gros, moi je suis là, je me déplace avec mon référentiel, et donc un référentiel c'est un système d'axes, donc c'est un système de... Vous vous déplacez avec votre définition de ce que vous appelez x, y, z avec des règles et tout ça. Donc vous êtes toujours au centre par définition de votre référentiel. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, pas trop. T'es assis là, t'imagines que devant toi c'est l'axe des x, en haut c'est l'axe des y, à gauche c'est l'axe des z. Et ça c'est ta façon de... C'est ce que tu fais en fait, inconsciemment. Et c'est comme ça que tu repères la position dans l'espace autour de toi. Okay, et l'origine, c'est toi. Enfin, c'est tes yeux, ouais, typiquement, en général. Et quand tu te déplaces, donc pour l'autre, tu es en train de te déplacer, mais pour toi, tu restes au centre de ton référentiel à toi, qui est comment tu mesures l'espace autour de toi. Tu vois? Bon, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une notion naturelle. On ne serait pas obligé de le définir comme ça, mais c'est une notion naturelle à définir. C'est-à-dire qu'on emporte son propre référentiel avec soi. Enfin, tout le monde fait ça. En fait. Donc, je suis au centre de ce qu'on appelle un référentiel, c'est-à-dire un système de mesure de l'espace centré sur soi-même par définition. Et du coup, lui, il lui reste quoi comme... donc, ces événements-là d'espace-temps, et c'est des événements qui sont en x et en t, donc en espace et en temps. Or, l'espace, ici, c'est réglé. Toute cette ligne-là, il y a x' égale 0. Donc la seule chose qui peut varier le long de cet axe, c'est le temps. Et alors, je vais mettre un prime dessus, parce que c'est le temps t', c'est celui qui apparaît dans la transformée de Lorentz. C'est pas a priori le même que le temps t ici.
Donc ça, on va le voir arriver dès l'exo 2. En fait, le temps passe moins vite pour lui, enfin on verra ça. Ok, donc ça c'est son temps qui avance, donc la question c'est où est sa simultanéité à lui? Donc l'exo qui est demandé c'est t égale t de t égale t' égale 0. Donc t égale 0 c'est là, t' égale 0 c'est là aussi parce qu'on a synchronisé les horloges. Donc les deux mettent le chronomètre à 0 à partir au moment où ils se croisent. Donc c'est le point origine ici. Alors, bah, tel quel, on peut pas le définir. Enfin, tel quel, je sais pas. On sait pas répondre à cette question-là avec juste ça. Mais j'ai le droit d'utiliser les transformés de Lorentz. Donc tous les points, Lorentz me dit quoi? Parce qu'en gros, je veux représenter dans les coordonnées x et t la simultanéité au sens de ce gars-là. Donc la simultanéité pour lui, c'est une équation t' égale 0. La simultanéité de t' égale 0, bah, c'est une équation, ça c'est une équation, est une équation qui porte sur les coordonnées dans R'. En fait, il y avait des questions déjà sur les changements de référentiel, j'avais oublié. Et elles sont liées par transformée de Lorentz, donc là vous êtes obligé de l'utiliser parce que sinon bah, vous ne savez pas faire. Elle est liée aux coordonnées x et t des mêmes événements dans R par ct' égale gamma ct moins bêta x. Donc t' égale 0, ça équivaut à... Ouais. T' égale 0, ça équivaut à... Donc c égale 1, ça équivaut à t égale bêta x. Donc ça équivaut à x... Bah en fait, comme je suis en tx, ça équivaut donc à... en tx, une droite de pente bêta. Alors bêta c'est la vitesse, c'est u sur c, c'est-à-dire u ici, puisque c'est égal à 1. Ici, c'était quoi la pente de cet objet-là? La pente de cet objet-là, c'est 1 sur bêta en fait. Donc bêta est plus petit que 1, puisque la vitesse est plus petite que c. Enfin, u est plus petit que c. Cette droite, alors il pose la question de la pente dans la question 2. En vérité, ouais, j'ai un petit symbole sur la question 2 ici. Ça, on va montrer que c'est une pente 1 sur u. Là, il y a une pente 1 pour le cône de lumière. Et là, il y a une pente u. Et alors, cette droite-là, qu'on vient de déterminer, celle-ci, c'est celle-là, c'est la ligne de simultanéité de t' égale 0. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur la ligne de simultanéité? En fait, c'est l'axe des x. Vous voyez, enfin, c'est des parallèles à l'axe des x. Donc, du coup, on va appeler ça l'axe t', donc c'est l'axe des temps pour référentiel R', et ça, c'est l'axe des x'. C'est l'axe de l'espace pour le référentiel R'. Et ça, c'est donc, ça répond à la question 1b, ça c'est la ligne de simultanéité de t' égale 0 dans R'. C'est à partir de ces moments-là que ça commence à devenir subtil. Avant, c'est juste des graphes débiles dans
dans un diagramme x et t, donc c'est représenter une fonction, sauf qu'on inverse. Bon, on inverse le temps et x par rapport au graphique usuel, mais enfin ça reste absolument rien de révolutionnaire, hein, un diagramme d'espace-temps, tant qu'on ne fait pas ça. À partir de là, ça commence à devenir de la relativité. Alors le fait que c'est une pente 1 sur u, bon c'est trivial, c'est parce que ça c'est un objet donc qui se déplace à x égale u fois t, donc ça me dit que t égale 1 sur u fois x. Et comme mon x est là et t est là, la pente c'est 1 sur u. Donc elle est plus grande que 1 parce que je me déplace moins vite que la lumière. Et l'axe des x' du coup. Alors comme dit Erwan, effectivement, et ça vous avez dû voir dans le cours, ça se retrouve à être une bisectrice, enfin le cône de lumière se revient à être une bisectrice des deux. On peut démontrer, petite propriété, petit théorème, l'angle est égal des deux côtés. Donc là, si vous avez un angle alpha, vous avez le même angle alpha ici. Entre les axes T', X' et le cône de lumière. Bon, je pense que vous l'avez vu dans le cours. En fait, c'est un exo de cours. Hein. Exprimer, donc là, j'ai répondu à 2 parce que exprimer en fonction de la vitesse u, l'angle entre... Alors, j'ai pas exprimé l'angle, j'ai exprimé la pente. Bon, la pente, c'est la tangente de l'angle. Alors, ils veulent quoi exactement? Question 2, ils veulent... l'angle entre l'axe T et l'axe tracé en 1A, donc T'. Donc, ils veulent... Ils veulent cet angle-là, en fait. Donc, c'est tangente θ égale 1 sur u. En fait, ici, les alpha, on va pas les calculer. Faire de même pour l'axe donc des x'. On vient de voir que c'était une pente u. Donc comment on va l'appeler, θ'. Donc le tangent de θ' égale u. Alors, je sais pas pourquoi il demande ça, parce qu'en fait on s'en sert pas après dans la question matin. Alors, si la vitesse est négative, si je me déplace dans les x négatifs, bah ça change à peu près rien. Si on va vers la gauche, je fais, alors c'est pas mal, c'est de faire le cône de lumière d'une autre couleur pour fixer les idées. Bah du coup mon bonhomme, c'est moi-même qui suis en train de regarder le gars qui s'en va, qui court. Donc moi je suis sur ma ligne d'univers, je vais vers mon futur. Et puis il y a le bonhomme qui court ici. Alors il va à gauche au lieu d'aller à droite. D'accord, c'est le même schéma. Je vais faire exactement le même schéma que celui-là, sauf que je le fais à gauche. Donc sa ligne d'univers à lui du bonhomme B, donc moi je suis A, et il y a B qui se déplace. Son axe des temps T', c'est sa ligne d'univers. Et donc c'est lui et son axe x', bah, du coup c'est lui. Alors, pardon, parce que du coup je vais garder la parité, je vais quand même garder un x vers la droite, et pour lui aussi un x vers la droite. Donc en fait je vais le définir dans ce sens-là. Je vais le mettre quand même comme ça, x'. On va le définir... parce que si je m'exprime par là, je suis en train d'inverser la gauche et la droite, et ça va créer des problèmes de signes pas possibles dans les calculs. Donc il vaut mieux garder ce qu'on appelle la droite à droite, et donc de garder l'axe dans ce sens-là.
Sinon, j'ajoute une opération de parité, donc ça, c'est pas pratique. Et ça reste la simultanéité. C'est les événements simultanés de t' égale 0. Alors à quoi ça sert? Ça sert à la question 5 par exemple. Je vous laisse réfléchir un peu à la 5. Alors, ici on a vu que les lignes de simultanéité c'était des parallèles. Alors ça va être vrai aussi ici. Ça va être des parallèles de cette droite. Donc ensuite, en gros, si vous voulez raisonner d'un point de vue mathématique, vous savez que les projections c'est important. Quand on est dans un... pour à peu près tout. Quand on est dans un référentiel cartésien, c'est-à-dire avec des systèmes de coordonnées orthogonaux, quand je suis là-dedans, j'ai un vecteur i, je projette, je fais ma projection orthogonale sur l'axe ici et sur l'axe là. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que dans le référentiel R, je pars d'un référentiel qui est cartésien avec un angle droit, et automatiquement le référentiel R' n'est plus un référentiel. Alors ça reste un système de coordonnées complet, c'est-à-dire qu'il va couvrir tout l'espace, mais l'angle n'est plus un angle droit. Alors la question c'est comment on projette dans ce truc-là? Eh ben, si j'ai un point M ici, la règle des parallèles reste vraie. Donc je prends cet axe-là, je le déplace là, et je projette comme ça. Et je projette comme ça. Donc on fait plus des projections orthogonales, parce que ça n'est plus orthogonal, mais on fait quand même des projections par parallélisme des axes x' et t'. Je vous en reparle dans la... En fait, c'est ce qu'on va faire dans la question 5. Je vous laisse essayer de faire ce schéma de la question 5. On envoie un photon. On envoie un photon, deux photons, un à gauche, un à droite. Donc ça, c'est des photons. Ils arrivent en A et en moins A. Bon, clairement, ils arrivent en même temps, du coup. Ils arrivent, pour le référentiel R, ils arrivent dans un instant t qu'on va appeler... je sais pas comment, qu'on va appeler TA. T1, on va l'appeler T1. Bon, c'est clair que vu qu'ils parcourent la même distance dans les deux sens, ils arrivent en même temps, ici et là, d'accord? Maintenant, donc ouais, j'ai complètement bluffé. En fait, il y a plein de questions de champ de référentiel. Maintenant, la question, c'est pour quelqu'un qui regarde ça, qui est donc sur sa ligne d'univers ici, avec son axe de temps t'. En fait, il y a un des photons qui arrive avant l'autre. Pour lui. Pour lui, c'est réellement, en fait, par rapport à ce bonhomme qui est en train de se déplacer là. Donc c'est réellement ce que ce bonhomme-là voit. Il va voir un des deux photons arriver avant. C'est-à-dire quelque chose qui est simultané dans le référentiel R. R ne l'est plus dans le référentiel R'. La seule façon de faire en sorte que ça redevienne vrai, il faudrait que ces lignes-là soient horizontales, c'est-à-dire que la vitesse de la lumière soit infinie. Et quand la vitesse de la lumière est infinie, vous retrouvez la théorie de Newton, et vous retrouvez notamment un des présupposés de base de la théorie de Newton, c'est que la simultanéité ne change pas par référentiel. Pas bien sûr que Newton y ait pensé tout seul, puisque c'était une évidence à l'époque, enfin c'était un présupposé évident, quoi. Qui en l'occurrence était faux, du coup. Donc la question c'est comment je trouve à quel moment, quelles sont les coordonnées en fait. Donc on va appeler ça l'événement, je vais appeler ça l'événement E0 et l'événement E1. Et la question c'est que vaut, ou en tout cas graphiquement, graphiquement ou même vous pouvez faire des calculs si vous avez envie, le T' de EO et le T' de E1. Et sont-ils égaux ou pas?
La réponse est non. Je vous laisse réfléchir un peu à ça. Je reviens. Vous l'avez vu en cours cet exemple ou pas? Parce que ça fait partie de l'exemple de base. Alors, on a pas mal parlé de simultanéité, mais justement, c'est là. Ok. Donc il y a une histoire de projection, c'est pour ça que je parlais de projection tout à l'heure. Comment je sais ici, en fait, que quand je dis c'est évident que ces deux événements sont simultanés dans le référentiel R? Bah parce qu'en fait, ils sont sur la même droite, parallèle à l'axe des X. Quelque chose qui est simultané, c'est quelque chose qui est en fait... enfin, deux événements simultanés sont deux événements qui sont sur les... Donc à un instant t fixé, et le reste variable, c'est-à-dire sur l'axe des X. Okay. Donc ce dont vous allez avoir besoin ici, c'est l'axe des X' qu'on a défini tout à l'heure. Et de faire des projections pour calculer graphiquement en tout cas, ce que vaut le T' de l'événement E0 et le T' de l'événement E1. Comme ça, je vois. Tu vois pas? Les autres, des idées? Donc, je vais refaire le schéma. Alors, on fait beaucoup de schémas. On fait beaucoup de diagrammes d'espace-temps. En tout cas, je vous encourage vivement à en faire beaucoup. Je vais essayer de le faire un plus grand. Donc, comme de lumière, E1. Non, je l'ai appelé E0, E1. Alors, petit a et moins a, on s'en fout en fait. Donc, voilà, je le mets pas. T' ici, X' parallèle au... Enfin, bisectrice, comme on disait tout à l'heure, avec l'angle voilà, X' qui est là. Okay. Donc ça, en fait, ça définit... En fait, c'est les formules de la transformée de Lorentz me donnent, en fait. C'est X' et T', hein, c'est comme ça qu'on a trouvé le X' ici. Alors ça dit quoi, en fait? Ça dit que tous les événements qui sont le long de parallèles à... Je vais prendre un truc pour tracer une droite. Ah ben voilà, on va prendre la thèse de Feynman. On va prendre la thèse de Richard Feynman. Tac. Donc, comme dit, pour un référentiel R, ici, c'est assez évident. Tout ce qui est donc parallèle à l'axe des X, c'est une ligne de simultanéité. Ok, donc si je fais une ligne pointillée, j'en fais une autre là, j'en fais une autre encore ici, etc. Donc toutes les parallèles aux X, ont pour propriété quoi? Ont pour propriété t égale constante. Alors t égale constante, c'est par définition la simultanéité. Okay, tout le monde a le même t ici, tout le monde a le même t ici, tout le monde a le même t ici, etc. Okay, c'est une trivialité ça. Et bien ça vaut aussi dans ce cas-là. Tous les parallèles de X', donc tout ça, c'est celui qu'on a dit tout à l'heure, c'était pas n'importe lequel, c'était t' égale 0. Tous les événements sur cet axe-là ont t' égale 0. Tous les événements sur cet axe-là,
mon T' égale, moi je sais pas combien, mais quelque chose. T' égale constante. Oui, en fait, peu importe le référentiel, la simultanéité, ce sera toujours les parallèles à l'axe de. Voilà, donc c'est là que ça devient de la géométrie, ça devient de la projection, sauf que vous êtes dans une géométrie qui est déformée parce qu'il n'y a plus d'angle droit. C'est ça le point essentiel. Ok? Bon, vous tracez des choses comme ça. Ça, c'est vos lignes de simultanéité dans R'. Donc, question, est-ce que E0 et E1 sont sur la même ligne qui est comme ça? Clairement, la réponse est non, donc ils vont pas être simultanés du point de vue de ce gars-là. Ah, il n'y a rien de plus, du coup. Tu dis? Il n'y a rien de plus à faire, du coup. Si, attends, parce on peut se dire qui arrive avant qui dans R'. Ah oui, en fonction de celui qui touche la Alors, en parallèle. l'occurrence, celle-ci, ouais, parce que du coup, si je fais pas, là, j'ai pris les parallèles au pif et puis je regardais pas, mais si je prends la parallèle qui est là, qui passe par E1, je fais quoi? Je suis en train de faire une projection sur l'axe dt'. On prend la parallèle à x' qui passe. Bon, ça, vous le gravez dans le marbre, c'est comme ça qu'on fait des projections. Qui passe par E1. Je regarde l'intersection avec T'. Ça me donne l'instant T' où l'événement E1 est perçu. D'accord? Ça me donne T1'. Alors, ça ne me donne pas la formule, ça, il faudrait faire les calculs, il faut le faire avec Lorentz. Mais graphiquement, ça me dit que T1' est là. Donc T1', c'est l'instant. Moi, j'ai ma montre ici, je suis un bonhomme, j'ai ma montre. Sur ma montre, à T1' égale, mettons, 4 secondes, je vois le photon arriver en A. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est une projection, en fait. D'accord? Mais c'est pas une projection orthogonale. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de... Ici, comment on projette des vecteurs dans un système cartésien, c'est-à-dire avec un angle droit? En faisant des projections qui étaient orthogonales. Mais que c'était aussi des parallèles aux axes. Mais on a les deux. On a à la fois des angles droits et des parallèles. Quand vous êtes dans un système de coordonnées qui n'est pas droit, vous faites des projections qui ne sont plus orthogonales, mais vous faites des projections quand même en prenant les parallèles aux axes. Alors c'est ce qu'on fait ici, et c'est tout ce qu'il y a à retenir en fait. Je prends mon x', je cherche E0, je trace, je projette. Je devrais pas mettre la flèche ici, il n'y a pas de flèche. Ou des pointillés, quoi. C'est plus des pointillés. Et donc ça, c'est T'0. Donc je note que, clairement, T1' est inférieur à T0'. Donc, le gars dans R' voit l'événement E1 se produire avant l'événement E2, E0. Ok? Alors ça, on va l'utiliser assez massivement dans les exercices. Donc c'est assez crucial. On va s'en servir assez souvent. De bien comprendre ça. 1h18, il m'affiche déjà, on a pris tant de temps que ça. Vous avez quoi à quelle heure là? 45. Ah oui, 10h30. Par contre, moi j'ai 30. Non mais je pense qu'on fera une séance en plus. Parce que là, si j'étais censé finir le TD2 aujourd'hui, on a fait que l'exo 1. On va avoir un petit peu de retard. De toute façon, on pourra faire cette semaine au lieu de 6. Je demanderai un peu l'autorisation aux collègues, mais je dirais que je suis à la bourre. Voilà. Il n'y a que 4 TD. Ah oui, non, attendez, pardon. C'est pas vrai ce que je dis. Je raisonnais il y a 6 semaines 6 TD. Non, il n'y a que 4 TD. Donc c'est normal en fait qu'on prenne plus de temps.
TD2 et 3, donc TD2 c'est les diagrammes, TD3 c'est encore les diagrammes et les compositions des vitesses, beaucoup. Et TD4 c'est énergie, E égale MC2, tout ça. Mais alors, ce passage-là, donc sur les 4 exos du TD2, c'est là qu'en fait, bon, dans les copies, tu posais la question, on va s'arrêter là. Donc il y avait les bonnes copies, il y avait les copies vides, comme d'habitude, et puis il y avait les. Donc les mauvaises, c'est celles qui n'arrivent pas à maîtriser les diagrammes d'espace-temps, typiquement. Et puis après, il y a ceux qui arrivaient à les diagrammes d'espace-temps, mais qui avaient du mal avec les composés des vitesses. Et grosso modo, ça te faisait des notes bon, blanche 0, pas de diagramme d'espace-temps, plutôt aux alentours de 5-6, parce que ça grappille des points quand même. Diagramme d'espace-temps, mais pas de maîtrise des composés des vitesses, TD3, c'était plutôt un peu plus, 7-8. Quand vous avez les deux, vous étiez à 12-13. Parce que l'exo était difficile en plus, donc ça garantissait pas que d'avoir 20. Enfin voilà, donc la maîtrise des diagrammes d'espace-temps, c'est critique, en fait. Et là, on a à peine effleuré le sujet, pour le moment. Voilà, donc la vidéo, je la mettrai, je sais pas trop comment, je vais la remettre sur YouTube, je pense. Ça marche. J'ai envoyé le lien de. Je pense pas que sur Discord, je puisse uploader un truc massif comme ça sur Discord, je sais pas trop. Oh non. Déjà pour mettre des photos Discord, il galère. Ouais, ok. Alors, je vous demande de préparer, essayer de me faire. Donc, c'est demain du coup qu'on fait la suite. Essayez de préparer, si vous avez du temps un peu ce soir, l'exo 2, 3, voire le 4. 4 un peu plus technique, le 2 et 3 sont importants. Voilà, j'arrête là.